Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la patrie, de la vraie fraternité, je vous salue. En notre amour commun pour notre mère patrie et pour notre unité sous le drapeau orange, blanc et vert. Frères et sœurs, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire des directs politiques du docteur Israël Ngoran. Et aujourd'hui, je voudrais vous signifier que l'heure est grave. C'est pourquoi nous allons traiter le thème de la Côte d'Ivoire à la croisée du chemin. C'est un thème très important. Le chanteur l'a dit. À la croisée du chemin, tu partiras sur ta route. Je partirai sur la mienne. Et chacun ira tout droit vers son destin. Peuple de Côte d'Ivoire, tu es à la croisée du chemin. Tu es à la croisée du chemin. Tu es sur le point culminant d'un carrefour. Où aller? Certains diront qu'il y a une voie qui est très large. Elle est spacieuse. Mais elle conduit à la mort. Il y a une voie qui est étroite. Elle est resserrée. Mais elle conduit à la vie. Côte d'Ivoire, tu es à l'heure d'un choix. Le choix de la rupture. Côte d'Ivoire, tu es à l'heure d'un choix. Le choix d'être toi-même. D'agir pour toi-même et par toi-même. Le moment de penser à toi, à tes enfants, est arrivé. Hier, alors que je parcourais tous vos commentaires sur notre plateforme en préparation à cette émission, je suis tombé sur quelque chose qui a attiré mon attention, que je voudrais partager avec vous, pour vous montrer la gravité de la situation et la nécessité d'un choix absolu et vite. C'est-à-dire que le choix doit s'opérer le plus rapidement possible. J'ai lu ceci de quelqu'un dont je tairai le nom. Hier, nous avons été accusés d'avoir utilisé le slogan « On gagne ou on gagne ». Aujourd'hui, sous leur règne, tout est bouclé. Ça me suffit pour attirer votre attention sur l'atmosphère de vie que nous traversons. Je vais vous dire au bas mot, depuis 26 ans. Nous sommes dans une atmosphère de défiance qui règne entre des frères qu'on peut qualifier de frères ennemis. Et c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Et je vais plus loin. C'est la Côte d'Ivoire qui perd tout. C'est la Côte d'Ivoire qui perd tout. Vous n'êtes pas étranger à tout ce qui est arrivé à cette vie. Donc vous n'êtes pas étonné quand je dis que la Côte d'Ivoire perd tout. Aujourd'hui, je voudrais faire un grand coucou à Yolande Weneke Aka,
Bonjour à toi, Yolande. Aujourd'hui, quand vous regardez sur la plateforme politique, il y a un qui se promène en Europe, très loin d'abord de la Côte d'Ivoire, qu'il a réussi à mettre à feu et à sang, alors qu'il nous laisse une Côte d'Ivoire puante, des odeurs de cadavres et fumante du feu destructeur des bombes. Il émet des discours flous. Aujourd'hui, il veut trouver d'autres coupables et d'autres chefs à la rébellion qu'il a fièrement porté pour s'enrichir et devenir ce qu'il est. C'est pas moi qui ai cassé la BCAO. C'est pas moi qui ai tué IB. En fait, on finit par dire pourquoi je suis devenu rebelle. Porter fièrement la rébellion. On en a bénéficié par des postes jusqu'aux sommités de l'État. Et aujourd'hui, on se désengage de tout. On n'a jamais été là. On n'a jamais été coupable. C'est les autres. D'autres ont partagé le lit au Golfe. Appuyés par leurs amis de l'extérieur, ils ont fait de la Côte d'Ivoire ce que nous voyons aujourd'hui. Comme des voleurs au partage du butin, un désaccord profond s'installe entre eux. Et quel est le balai que nous constatons? Chacun jette la pierre à l'autre. Chacun est innocent, l'autre est le coupable. Finalement, chacun d'entre eux raisonne et se justifie. En fait, personne n'est coupable de rien. Ivoirois, écoutez-moi bien. Personne n'est coupable de rien. Mais ce que nous pouvons constater, des milliers d'Ivoirois, des milliers d'Ivoiriennes, hommes, femmes, enfants, sont morts. Des symboles de la République, comme des gendarmes, sont tombés, égorgés. Des symboles culturels, comme des danseuses Aganou, ont été fusillés. Mais personne n'est ému par ça. Ils se comportent eux tous comme si c'est le pouvoir seul qui compte. Le peuple de Côte d'Ivoire, personne n'en fait cas. Chacun va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Je pourrais dire, chacun s'apprête à venir gouverner les tombes et les ossements desséchés qu'il a laissés. Mais ma tristesse vient de toi, peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis, tu es à la croisée du chemin. Depuis 26 ans, il y a un chemin qui conduit clairement à la perdition. Mais le Révas t'en propose une autre. Elle est très étroite, elle est resserrée. Tu vas être obligé de te débarrasser de beaucoup de choses pour pouvoir emprunter cette voie de justice et de développement. Cette voie de paix et de prospérité. J'en appelle à la conscience morale. J'en appelle à la conscience socio-culturelle de notre peuple. Comment peut-il avoir une guerre si violente et qu'en définitive, il n'y a pas de coupable? Les partisans
de chaque belligérant lavent leur leader, se lavent les mains. Ils sont innocents. Dans chaque camp, on est blanc comme neige. Je vous pose la question, peuple de Côte d'Ivoire. En définitive, qui a tué ton père? Qui a tué ta mère? Qui a bombardé ta localité? Qui a égorgé les gendarmes? Qui a tué les femmes danseuses d'Aganou? Parce qu'en définitive, ce que nous voyons, c'est qu'ils sont tous innocents. Et par groupe divisé, vous, le même peuple, vous les soutenez et vous applaudissez. Je suis dans un sentiment mitigé de honte pour vous, peuple indélicat, perdu, sans morale. Oui, je parle du peuple que j'aspire gouverner, mais je suis sincèrement dans un sentiment de honte, de désolation pour vous. Aujourd'hui, mon peuple, qui devait être digne, se retrouve à applaudir des voleurs, des pilleurs, à défendre des dossiers d'assassins, à vouloir laver des criminels pour en faire des présidents. Quelle valeur morale sommes-nous en train de construire pour les enfants nés et à naître? Si je crois encore que la génération plus jeune est déjà corrompue, mais projetons-nous dans le camp des enfants à naître. Quelle valeur morale voudrions-nous laisser à ces enfants? Côte d'Ivoire, tu es à la croisée du chemin. Depuis 26 ans, on n'a pas de coupable. Mais ce que je sais, c'est que toute la Côte d'Ivoire est victime. Alors, si vous ne trouvez pas de coupable, alors que vous êtes victime, l'heure où il faut que les victimes se mettent ensemble pour s'auto-gérer est arrivée. Parce que nous avons vu des gens se battre pour le pouvoir. Par groupe opposé, ils se sont tirés dessus. Et des deux camps, il y a eu des exactions. Si on commence par le coup d'État, les mécontentements ont commencé. Donc depuis le 24 novembre 1999, les grands fossés ont commencé là-bas. Il y a eu le coup d'État. Les cœurs d'un certain groupe qui sont supporters d'un président donné avaient déjà commencé à saigner. Ensuite, vient après, l'an 2000, une élection chaotique où des tranchées vont se creuser encore, où d'autres cœurs vont être blessés, quand d'autres vont l'être encore davantage. Vient ensuite 2002, où la nation entière est poignardée. Nous connaissons la tribu Oué, qui en a payé le plus gros tribut. Nous connaissons ce que la forêt de Côte d'Ivoire a souffert, étant envahie par l'oppresseur. Mais toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Regardez comment Bouaké, le symbole du centre de notre pays, est défiguré aujourd'hui. Vous comprenez quel chaos a frappé notre patrie. Les mêmes acteurs sont là. Et je vois mon peuple divisé derrière eux. Voici le chemin que j'appelle le chemin de la mort. Et je ne vais pas peser mes mots. Aujourd'hui, où vous êtes,
vu vos positions, réfléchissez. Depuis 26 ans, je parle depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes établis là. Mon peuple est devenu un peuple de supporters, inconscient, sans morale. Parce qu'un peuple qui applaudit un voleur, c'est finalement ce peuple qui est sans valeur morale. Parce que la morale est l'éthique qui nous permet de juger dans la société. Le peuple qui applaudit un criminel est un peuple sans valeur morale. À quel moment vous allez vous arrêter pour vous dire que le moment de la rupture a sonné à la croisée des chemins? Le Revas dit, la route que vous avez empruntée là, qui va à gauche là, avec vos mêmes leaders qui s'interchangent dans les alliances pour détruire notre peuple, pour s'interchanger dans les alliances pour détruire notre économie, qui s'interchangent dans les alliances pour détruire notre cohésion sociale, le Revas dit stop. Cette voie-là est une voie destructrice. Les témoignages contre cette voie sont là, palpables. Nous disons rupture. Nous avons au maximum 4 noms, tout au plus 5 qui circulent. Vous les connaissez bien. Comment pouvez-vous penser que le choix d'un de ces 5 apportera la paix à notre pays? Depuis 26 ans, le choix d'un d'entre eux n'a pas apporté la paix. Les crimes sont allés de plus en plus violents. Les morts sont allés de plus en plus nombreux. Et vous n'avez pas la conscience spirituelle de vous arrêter pour comprendre que nous allons de mal en pis. Et que c'est au peuple de s'arrêter pour dire, attention, les gens que nous suivons là, ils nous conduisent à la perdition. Chaque fois que nous en prendrons un, les groupes là resteront et ils continueront de se combattre. Mais ce qui est grave, c'est qu'aucun d'eux ne perd. Parce qu'en définitive, ces 5 leaders, enfin disons ces 3 grands leaders et leurs enfants sont au beurre. Ils se partagent le fruit de notre pays. Et nous, nous sommes dans l'insécurité. Ils se partagent l'argent du pays. Et nous, nous sommes malades et morts dans les hôpitaux. Ils se partagent l'argent du pays. Nous, nous mourons. Ils se partagent l'argent du pays. Nous ne pouvons pas aller à l'école. Nous ne trouvons pas de l'emploi. Nous vivons une pauvreté extrême. Pendant que eux, ils ont les moyens de se pavaner dans les avions. Ils ont les moyens de se promener de l'Espagne, en Angleterre, en passant par la France, en allant en Italie. Nous, on ne peut même pas aller à Didier-Ville. On ne peut pas aller à Kounfao. On ne peut pas aller à Peleka. Nous, on ne peut pas aller à Zenoula. Même entre 2 villages proches de Zenoula, on ne peut pas y aller. Parce que les microbes sont à tous les détours pour nous découper. Parce que les coupeurs de route sont à tous les détours pour nous arracher notre petit porte-monnaie. Donc, à la réflexion, à quelle hauteur d'envoûtement ce peuple de Côte d'Ivoire a-t-il été soumis pour ne pas freiner comme un âne à un moment donné pour dire, mais attention, où nous conduisent-ils? Comment quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, comment quelqu'un qui a dirigé une armée, qui s'est battu contre une autre armée, peut prétendre être innocent? De quelle innocence parle-t-il?
Tout au moins, ayons le courage de situer les responsabilités. Même si cela lui vient du pouvoir régalien, il est écrit que tu ne tueras point. Mais par ton fait, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, tu as prêté serment pour protéger ce peuple. Tu as prêté serment pour sauver ce peuple. Tu as prêté serment pour nourrir ce peuple. Tu as prêté serment pour soigner ce peuple. Tu as prêté serment pour éduquer ce peuple. Au moins à ton niveau de responsabilité. Nous nous trouvons dans une atmosphère où personne n'a donné d'ordre. Ça veut dire que l'armée s'est levée sans chef pour aller protéger le pays. Et donc, on n'a pas de responsabilité. On est innocent. Allez raconter ça aux incultes. Moi, je crois que l'heure de la vérité a sonné, où chacun devait être capable de dire, si j'avais pris telle décision à tel niveau, on n'aurait pas atteint la catastrophe. Je reconnais ma part de responsabilité, je demande pardon. Tel autre aurait pu dire. Parce que, regardez, bien aimés frères et sœurs, vous allez apprendre à m'écouter et à comprendre mes prophéties. Lorsque le frère Laurent a organisé sa fameuse rencontre, je ne sais pas comment ils ont baptisé ça, de réconciliation, je ne sais pas. Quand chaque leader est venu, ils étaient 4. J'ai écouté et j'ai bu le discours de chacun. Quand ils ont fini, j'ai dit à l'époque aux gens du PDCI, ça va péter. Alors que moi je voyais les gens applaudir et rire à gauche déployée parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi. Je leur ai dit non, ça va péter. Ils ont dit pourquoi. J'ai dit quand vous les regardez, les 4, chacun est venu se justifier et défendre sa position. Aucun d'entre eux n'a demandé pardon pour ces méfaits. Parce que vous ne pouvez pas gérer une association de village. Et quand ça capote, vous dites que vous n'êtes pas responsable. C'est être irresponsable que dire que vous n'êtes pas responsable. Parce que le responsable qui est humble va situer lui-même son niveau de responsabilité. Et il va demander pardon. Parce qu'on t'a confié une association, tu l'as emmené à la dérive. Et tu prétends que tu n'es pas responsable. Qui l'est? On t'a confié un pays. Il est tombé en guerre. On t'a donné l'argent de la Côte d'Ivoire pour mater une rébellion. Tu as été incapable. Tu nous as servi un médicament amer. Et aujourd'hui, tu nous racontes quoi? Je suis innocent. De quoi? Soyons objectifs. L'autre là, qui parce qu'il a porté un boubou, il devient rebelle. Aujourd'hui, il est innocent. La faute est aux autres. Soyons sérieux, peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous disons, si votre obstination consiste à les soutenir dans les plateformes idiotes qu'ils sont en train de former, vous êtes toujours sur la large route de la mort. Parce que vous avez choisi la voie la plus facile. Donc vous êtes sur le chemin large, spacieux, mais qui conduit à la mort du citoyen ivoirien, de son économie, de son école, de son armée, de sa sécurité, de sa santé. Le choix que le Revas vous propose, c'est sur le chemin resserré. Parce que c'est la voie de la rupture. Le peuple de Côte d'Ivoire vous propose la voie de la rupture. D'ailleurs, vos 3 grands leaders ont gouverné déjà. Il y a un qui termine son mandat dans quelques 11 ou 12 mois. Donc, ils ont tous gouverné. Et ce sont eux qui se sont battus. Ce sont eux qui ont foutu la Côte d'Ivoire dans la merde. Comment ce peuple ne peut-il pas prendre conscience pour dire, ok, votre génération a fait ce qu'elle peut. Nous sommes encore
au milieu des tombes. Nous sommes encore sur les débris des bombes. Nous sommes encore sur le reste fumant du feu destructeur. Pardonnez, vous êtes incapable de diriger ce pays parce que vous n'avez passé votre temps qu'à vous battre entre vous et la Côte d'Ivoire toute entière a perdu. Du coup, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre de côté. Nous allons choisir une voie, la voie de la paix, la voie de notre développement. C'est la seule et unique solution pour sauver la Côte d'Ivoire. Je répète, c'est la seule et unique voie pour sauver la Côte d'Ivoire. Nous sommes un peuple fragile. À cause de la constitution originelle de la nation. Nous n'avons pas encore en réalité une nation. Parce qu'une nation, c'est une langue, une culture, une histoire, une économie. Et quand on parle de langue, on peut ajouter langage. Mais nous sommes au bas mot 62 petites nations. En réalité, la Côte d'Ivoire est une nation désunie. En réalité, c'est ça. Nous avons 62 à 72 petites nations. 62 à 72 petites nations qui n'arrivent pas encore à s'interpénétrer parce qu'il est difficile pour chaque nation de s'ouvrir à une autre. C'est légitime. Chaque nation a tendance à se renfermer, à se protéger. C'est pour ça qu'elles sont définies par rapport à leur culture, par rapport à leur économie, par rapport à leur langue, par rapport à leur histoire. Donc ce qui les rassemble, c'est une histoire commune, une langue commune, une culture commune, une langue donc, et un langage commun. Nous n'avons pas ça. Mais gloire soit rendue au Créateur, au Dieu de l'espérance, le Dieu Père de la patrie, de la vraie fraternité. Parce que nos dévanciers ont eu au moins cette lumière de nous produire un contrat social. Parce que vous voyez, ce qu'on appelle l'hymne national, c'est un chant patriotique qui représente les valeurs de chaque nation. Ne pouvons pas nous accorder, car c'est impossible. Sur nos 62 à 72 valeurs originelles, de nouvelles valeurs nous ont été données en 1960, autour desquelles nous devrions nous entendre pour former la nouvelle nation de Côte d'Ivoire, en brisant les barrières culturelles, les barrières linguistiques, en allant au-delà de l'histoire de chaque peuple. Et donc, le chant patriotique, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, la biganaise, est un ramassis de valeurs sur lesquelles nous devons nous entendre pour marcher ensemble. Je vous ai déjà publié plusieurs fois l'hymne national dans sa version intégrale. Mais l'élément que je veux retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques paroles qui disent que ton drapeau nous unisse. Vous avez là derrière moi nos drapeaux. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, quand vous voyez orange, blanc, vert, l'OBV, quand il flotte, vous avez une sensation de sécurité et de joie. Vous vous dites, waouh, mes compatriotes sont ici. Ça veut dire que quelle que soit la partie du globe où chaque Ivoirois, chaque Ivoirienne se trouve, ce drapeau est une attraction pour lui, dans son âme. Et donc ça, c'est la première de nos valeurs. Il dit que ton drapeau nous unisse.
la seule et unique chose qui doit unir le peuple de Côte d'Ivoire, c'est son drapeau. Il dit que ton amour nous fortifie. Si nous tous, en tant qu'individus, nous aimons la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas travailler à déchiqueter la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas soutenir un citoyen et au nom de ce citoyen, pointer mon âme contre un autre citoyen. Pourquoi moi devrais-je aller tuer un Sénoufo pour que quelqu'un que je soutiens devienne président de la Côte d'Ivoire? Pourquoi je le ferai? Parce que moi je connais les valeurs de mon pays. Dans les valeurs de mon pays, on ne me demande pas de soutenir un homme et d'en tuer un autre. On dit qu'ensemble nous devons défendre notre drapeau. On dit que ce qui nous rend forts, c'est l'amour de notre pays. Et on nous dit que nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est écrit, tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tes fils. Chaque Ivoirois, chaque Ivoirienne est considéré dans ce langage-là comme un fils. Nous sommes donc tous des enfants de la même mère. Elle s'appelle Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les enfants d'un même père, le Dieu de l'espérance, à qui nous disons dans l'amitié des peuples frères, oh Dieu, conduis-nous vers l'idéal. L'idéal, bien-aimés frères ivoirois, bien-aimés sœurs ivoiriennes, l'idéal n'est pas que j'aille me ranger pour dire, moi je suis citoyen du Nord et qu'à ce titre je suis contre le reste de la Côte d'Ivoire. L'idéal, ce n'est pas de dire, moi comme le leader il est bêté, donc je suis derrière lui, lui ou rien, insolemment, inconsciemment, pour démontrer que en dehors de ce leader, toute la Côte d'Ivoire est bête et incapable de réflexion et de création. C'est une insulte à mon peuple et je ne le saurais le tolérer. Regardez comme le discours que j'ai pris d'entrée. Oui, quand nous on était au pouvoir, on nous a accusés de ceci. Toi, tu étais à quel pouvoir? Toi, tu es nous. Nous, là, c'est avec qui? Vous voyez? C'est pourquoi je dis, tu es à la croisée du chemin. Quand nous, on était au pouvoir, mais on a fait ça pendant 26 ans. Nous n'avons pas porté de la correction à ces leaders qui ne sont pas forcément plus intelligents que nous. La seule chose que nous avons pu faire en étant bêtes et en les soutenant comme nous avons fait, c'est de mettre notre argent dans leur poche et de leur permettre de s'évader quand il faut, nous laissant dans la mort et la misère. Nous sommes un seul peuple. Tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Depuis quand je vais prendre un homme pour en faire une grandeur au point de tuer un autre frère ivoirois? Ce n'est pas ça nos valeurs. Nos valeurs ne sont pas assassines. Nos valeurs ne sont pas casse de banque. Nos valeurs sont des valeurs d'amour, d'espérance. Nos valeurs sont des valeurs de fraternité. C'est pourquoi j'ai dit Côte d'Ivoire, tu es à la croisée des chemins. Le chemin que tu empruntes jusque-là, oui, à cette croisée-là, tu continues de voir ce chemin. Je dis, il est large, il est spacieux, il conduit à la mort. Parce que aussi bêtement que cela paraît, je vais te dire une chose. Einstein a dit que ceux qui créent les problèmes là, ce n'est pas avec eux on les règle. Aujourd'hui, moi je vous dis avec certitude, c'est la Côte d'Ivoire des victimes qui pourra prôner la paix. Parce que si vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous aimiez les autres frères et sœurs, vous allez réfléchir. Pourquoi voudrez-vous que celui qui a été auteur d'assassinat, comment voulez-vous que je l'impose aux autres? Et selon quelle valeur morale je dois imposer celui-là aux autres? Donc c'est ensemble on doit aller à la concertation pour dire la classe politique actuelle a échoué. Elle a détruit la nation.
Ils ne sont pas les seuls. Nous sommes à peu près 30 millions. Regardons qui nous propose autre chose. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez un d'entre eux, les mêmes camps qui ont combattu ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les mêmes camps vont les combattre. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont combattu d'autres camps. Observez bien. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en association avec un certain autre, ont combattu. Après, il y a eu rupture. Enfin, pas rupture, division. Il y a un autre qui s'est associé à un autre. Ils ont combattu. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils sont combattus. Et vous voulez qu'on tourne encore dans ce même cercle vicieux? Au nom de quoi? Leur sang est vert. Ou bien eux, ils sont nés avec le drapeau en main, avec un sceau qui dit que c'est eux seuls qui peuvent diriger. Non. Allons à la concertation, frères et sœurs. Et apercevons-nous que la meilleure solution, c'est que ces gens qui ne se sentent pas coupables aujourd'hui de ce qu'ils ont fait hier, chacun se justifiant, mais ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Des gens qui ne sont pas capables de repentance ne sont plus dignes de diriger la Côte d'Ivoire. Des gens qui étaient alliés hier et qui pourtant aujourd'hui sont en train de se tirer dessus parce qu'on approche 2020, donc chacun veut se tirer la couverture, mais sont des inconscients à qui on ne doit plus confier le destin de la Côte d'Ivoire. Impossible. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui depuis longtemps perd. Et si on reste dans cette position, c'est la Côte d'Ivoire qui continuera de perdre. Et quand on dit que la Côte d'Ivoire perd, c'est nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos maris qui sont éventrés. C'est eux qui ont la tête explosée. C'est eux qui sont extropiés aujourd'hui. C'est eux qui sont égorgés. Donc c'est le peuple qui perd. La Côte d'Ivoire, à l'époque qualifiée de oasis dans le désert, ne peut pas être à ce point où on ne peut même pas trouver une aspirine à l'hôpital. Où on a atteint un niveau d'inconscience tel que le médecin de garde prend son temps pour venir trouver ensuite à l'urgence le malade qu'on a emmené déjà mort. Cet état de délabrement dans la corruption que nous vivons. Vous savez, moi j'ai une force. C'est que j'ai eu la chance de naître au village, de grandir au village. Et en dehors des 12 mois que j'ai passé en prison, chaque 2 mois, je suis dans mon village. Nous avons été éduqués à une haute qualité de valeur morale. Chez nous, il y a quelqu'un qui a eu le malheur de coucher avec un mouton. C'est sa propre mère qui entendait les gémissements ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire du mouton. Elle est sortie pour vérifier ce qui est arrivé au mouton. Quand elle a surpris son propre fils, le lendemain matin, elle l'a mis sur la place publique. Tout le village l'a hué. Il est rentré dans sa coquille. Dans mon village, si on t'attrape, tu as volé poulet, on accroche à ton cou. Toi-même, tu sais que quand tu te prends dans le village, là, les gens te regardent parce que personne même ne te fait confiance. C'est là, toi, tu vas venir prétendre parler sur la place publique. De quoi? On dit qui parle là? Il y a un qui va répondre à quoi ou à quoi. Du coup, si tu veux avoir le mérite d'être crédible dans notre société, tu dois te conduire selon la valeur morale. Tu conduis une rébellion et tu vas venir là parce que tu as volé l'argent, tu vas devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Et il se trouve des gens pour t'appuyer dans ça. Ah bon? Moi je vous dis toujours, des gens qui sont incapables d'interpeller leurs enfants dans leur mauvaise conduite sont disqualifiés et ne peuvent pas parler de la mauvaise conduite
d'un enfant dehors. Vous voyez, Ivoirois, vous êtes devenus tellement lâches, et je veux bien appuyer sur mon mot, Ivoirois, vous êtes devenus tellement lâches que les problèmes de Côte d'Ivoire que vos propres frères créent, vous les attribuez à la France. Les problèmes que vos propres frères créent, comme vous êtes des poltrons, des lâches, des incapables de correction de vos propres frères qui sont dans l'immoralité, vous attribuez ça au franc CFA. Mais le franc CFA là, le peu qui est rentré, est-ce qu'au moins ça a été bien partagé? Parce qu'on peut accuser le franc CFA de tous les maux. Et croyez-moi, nous on a notre petite idée derrière ça. Mais au moins le peu qui rentre là, est-ce que c'est réparti correctement? Le peu qui était au café cacao, et puis les gens de café cacao ont volé là, comment ça a été géré? C'est là le vrai problème. On va changer de franc CFA. Avons-nous changé le cœur de l'Ivoirois qui est un corrupteur? On va changer le franc CFA. Ok. Avons-nous changé le cœur de l'Ivoirois qui est corrompu? Oui, si vous voulez, on va découper tous les Français. Avons-nous changé le cœur de l'Ivoirois qui vole les médicaments pour aller les revendre? Ok, on va changer le franc CFA. Appelez ça comme vous voulez. Mais est-ce que l'Ivoirois qui falsifie la carte d'identité pour donner aux étrangers, avons-nous réussi à changer son cœur? Lorsque Dieu parle de juger son église, il dit que ça va commencer dans sa maison. Et nous, nous sommes incapables de porter les jugements dans notre maison. Nous passons notre temps à porter le jugement sur les autres. Oui, les étrangers nous emmerdent, c'est vrai. Mais le premier problème ne vient pas d'eux. Qui a ouvert les frontières pour les faire passer? Qui a falsifié les papiers pour leur donner? Qui l'a fait? Nous n'avons pas encore de conscience nationale. Nous n'existons pas. Nous ne pouvons pas prétendre à une souveraineté. Nous n'existons pas. Parce que nous-mêmes, nous sommes des corrompus. Parce que nous-mêmes, nous sommes des corrupteurs. Parce que nous-mêmes, nous sommes sans conscience nationale. Parce que nous-mêmes, nous sommes sans valeur morale. Comment croyez-vous qu'un professeur qui enseigne un élève, et puis à l'examen, il aide l'élève à tricher? Où est sa valeur morale? Mais pourquoi s'est-il fatigué à le former? Et d'ailleurs, ils ont répondu à cette question, donc ils ne forment plus les élèves. Ils attendent les examens pour récolter 1000 francs 500 à l'entrée de la salle. Après, on dit tricher, ils trichent. Après, vos enfants sont admis, vous applaudissez. Donc nous avons un peuple malade, par chaque individu, malade par le comportement de chaque individu, malade par le manque de valeur morale de chaque individu, malade par une convoitise débordante qui fait que les gens même ne se considèrent pas sur leur tabouret qui leur permettra d'avoir les pieds à terre. Donc commençons par nous-mêmes. Attendez, comment vous pouvez applaudir un rebelle, un pilleur, un casseur? Comment vous pouvez applaudir un tel individu? Mais vous brûlez à jamais des familles qui ont été victimes de ces exactions. À quel moment donc pensez-vous pouvoir former une nation? Si on ne se met pas ensemble pour corriger les individus indélicats qui ont surfacturé les seaux de sucre, des individus indélicats qui ont volé les 18 milliards de l'Union européenne, qui ont facturé des PSBB de 18 000 à 18 millions. Si nous-mêmes, nous sommes incapables de leur dire, dégagez du pouvoir, parce que vous faites des malversations, à quel moment nous pouvons reprocher quelque chose à la France? Nous n'avons aucun rein solide pour nous opposer à qui que ce soit, et pour reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. We can't.
des parents d'élèves qui ne sont pas capables de reconnaître que la fessée fait du mal à l'école. La conscience nationale qui n'est pas capable de reconnaître qu'on n'a pas encore vu un dirigeant de la fessée qui est un cadre. Tous ceux qu'on connaît font partie du trouble. Ils sont là. C'est eux qui ont troublé la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à l'université, ils sont arrivés au plan national. Pourquoi vous avez peur de la vérité, Ivoirois? On vous propose des méthodes. Comment réparer ces choses pour sauver le pays? On n'a pas le choix. Il faut dissoudre la fessée. Ça peut ne pas vous plaire. C'est la seule vérité. Nous sommes à la croisée des chemins. J'ai dit, le chanteur a dit, tu pâtiras sur ta route. Je prie, je propose à la Côte d'Ivoire de se dégager de la voie aliénante d'aujourd'hui, de la voie destructrice d'aujourd'hui, mais de lever ses yeux vers la voie de la lumière et de la vérité. Tout le monde est là, tout le monde est content. Dans le budget de l'État, on paye un ordinateur de bureau à 2,5 millions, alors qu'on vend ça à Gamay à 350 000. Mais diantre, quelle est la loi qui oblige l'État à avoir des fournisseurs? J'ai dit, excusez-moi, je recommence et je répète cette question. Vous êtes un pays pauvre. Quelle est la loi, je sais, internationale ou multinationale qui vous oblige à avoir des fournisseurs? Qu'est-ce qui empêche le directeur du lycée professionnel de Gagnoua d'aller à Gamay avec 350 000 pour acheter un ordinateur de bureau avec la facture pour venir justifier son budget? Que de dire qu'il lui faut un fournisseur qui va lui vendre un simple ordinateur à 2 millions? Et donc, les ordonnateurs de crédit, le contrôleur financier, le fournisseur, voici une bande de voyous, de voleurs et d'escrocs qui ruinent la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé dans l'administration. Un simple bic. Ça coûte 100 francs. Pourquoi le directeur de l'INGS ne peut pas s'arrêter dans une boutique à côté, payer un paquet de ça, pour aller distribuer à ses travailleurs, qu'il croit qu'il est obligé de commander ça chez un fournisseur qui lui vend un bic à 1000 francs? Ce n'est pas que je l'accuse, moi je prends des exemples parce que je connais mon pays. Avons-nous vraiment besoin d'un fournisseur alors que ce bic coûte 100 francs ou 75 francs à la librairie? Changeons notre façon de gérer notre budget. Nous sommes pauvres. Aujourd'hui, toutes les voitures qui ont rempli Abidjan sont des francs au revoir. J'en ai une. En quoi on ne peut pas acheter, quelle que soit la marque que vous voulez, une voiture de 10 ans pour donner à un ministre? Lui, il est qui? Tu as 50 ministres. Chaque ministre a une Mercedes de 50 millions. Vous travaillez combien de temps? Avant 6 mois, peut-être on l'a remplacé. Il n'amortit même pas son investissement. Ou disons l'investissement qu'on a fait sur lui. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas la notion d'amortissement. Bientôt, je voudrais que nos amis fonctionnaires s'apprêtent. Parce que je vais faire une émission pour eux. Je vais démontrer leur souffrance. Mais en même temps, je vais démontrer qu'ils sont bêtes. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Je vais vous donner un aperçu. L'État de Côte d'Ivoire donne 5 000 francs de transport à un fonctionnaire par mois. Vous avez bien entendu. 5 000 francs. On peut dire 10 $. Donc un peu peut-être, je ne sais pas, un peu moins, peut-être 8 €. Et puis ce fonctionnaire-là, c'est son droit, hein.
mais il va acheter une voiture, peut-être à 4 millions. Et puis il prend sa voiture pour aller au travail. Donc il va consommer peut-être 5 000 francs d'essence par jour. Ça lui fait 150 000 francs d'essence dans le mois. Où il prend ça? Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, ils sont bêtes. Quand j'utilise un mot, je sais de quoi je vais parler. J'ai dit, le fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Prenons le cas d'un professeur A4. Il touche peut-être 600 000. Il va prendre crédit. Il paye une voiture. Au lieu de garder sa voiture à la maison, pour l'utiliser strictement pour les besoins de sa famille et pour ses propres voyages, il va utiliser ça chaque matin pour aller au travail. Première question, qui paye l'usure de ton moteur et de tes pièces? Toi-même. Qui paye l'usure de tes pneus? Toi-même. Qui paye la réparation de ta voiture? Toi-même. Qui paye la consommation en carburant de ta voiture? Toi-même. Abidjan, tu vas mettre au bas mot 5 000 francs de carburant par jour. Ça te fait 150 000 francs le mois. Tu trouves que tu es pauvre? Tu t'appauvris toi-même. L'État te donne 5 000 francs. Prends le bus. Ce que j'ai dit est national. Prends le bus. Maintenant, pendant les week-ends, tu prends ta voiture, tes enfants, ta femme et toi, vous promenez. Tu vas aller au village, tu prends ta voiture. Quand tu reviens, tu gares, tu dois aller au travail, tu vas à pied ou en bus. De toute façon, on te paye 5 000 francs pour aller au travail. Alors qu'à côté, il y a un qu'on a nommé par copinage. Il a maison, il a boy, il a voiture, il a essence, il a pneu, il a usure de sa voiture. Et lui-même, il ne vient même pas aller au travail. Et quand le ministre l'appelle à aller à une réunion, c'est à toi qu'il va demander quel est le niveau du travail. Et pourtant, lui, il est au beurre, alors qu'il ne connaît rien dans la structure. Et toi, tu prends l'argent dont tes enfants vont hériter pour acheter une voiture, pour venir servir un État qui ne te donne rien. Non. On n'est pas conséquent envers nous-mêmes. Mais c'est parce qu'on n'a pas un État capable de nous éduquer. Puisque l'État lui-même vit, survit, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire, comment vous appelez ça? On dit, il vit au-dessus des moyens de l'État. Donc les fonctionnaires vivent au-dessus de leurs moyens et ils sont couverts de dettes. Moi, je partais au travail avec ma voiture parce que je devais descendre mes enfants qui faisaient BTS et puis bac au lycée technique. Donc je sortais avec eux à 6 h. Et comme je ne peux pas laisser la voiture au lycée technique, c'est pour ça que j'allais au travail avec. Parce que ça, c'est ma famille qui en profite. Et puis bon, quand je suis déjà à Cocody, j'arrive au plateau, le soir je les récupère. C'est pour eux que j'allais au travail avec ma voiture. Sinon, tu me donnes 5 000 francs comme transport. J'irai au travail les 5 000. Si les 5 000 francs normalement finissent en 10 jours, on doit attendre le mois prochain. Et les syndicats, au lieu d'approcher l'Assemblée nationale, au lieu d'approcher l'État, dans ce sens, pour qu'on nous trouve des moyens, pour qu'on puisse aller au travail sans nous appauvrir, non. Ils revendiquent n'importe quoi, des choses qui sont sans valeur. Toi, l'État te donne une indemnité de logement de 50 000. Tu oses habiter une maison de 200 000. Ça veut dire que tu puisses dans ton salaire 150 000. Si l'État estime que l'argent qu'il te faut, c'est 50 000 francs pour te loger, va habiter à Bremen-Côté. Après, tu dois prendre le bus pour aller au travail. C'est ce qu'il t'a donné comme moyen. Je sais que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit là. Je sais. Mais on va faire un direct carrément sur ça. Parce que ce jour-là, je vais vous enseigner le budget familial. Pour dire que même quand on te paye 200 000, ça te suffit. Si tu sais comment te loger. Si tu sais quoi manger. Vous comprenez? C'est ça. Parce qu'un État doit éduquer son peuple. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois qu'il nous faut introduire un quatrième pouvoir, la presse, qui doit avoir une communication orientée, la communication interne. Parce que la presse aussi doit assurer la paix, la concorde. Ensuite, il y a une communication externe, c'est-à-dire hors de nos frontières. Comment vendre notre pays? Comment présenter notre pays? Comment défendre notre pays? Ça doit être des déontologies, une déontologie de la politique extérieure, une déontologie